nous vous invitons à suivre l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Mei Guang. Florian Dai et François-Xavier Boulet. Pour On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des sujets très variés qui n'ont aucun lien entre eux. Encore une fois, n'est-ce pas ? C'est un peu le but et le concept de cette émission, c'est de faire valoir ou d'être le prisme de la diversité du fait divers taïwanais. Du fait divers, non, je dirais pas des faits divers, c'est du fait d'automne sujets. Ou d'été aussi. Ok, Félix. On note. Hein. Je suis en pleine forme. Ça se voit, ça s'entend. Alors, Florian, qu'est-ce que tu nous parleras ? Eh ben, je parlerai justement de diversité. Oui, je le savais. tu l'avais dit exprès, c'est ça ? Même pas. Je vais vous parler d'une drag queen taïwanaise qui a participé à l'émission RuPaul Drag Race et qui a été couronnée la superstar du drag la semaine dernière. Oui, oh. Et le plus important, c'est qu'elle va à Paris, n'est-ce pas ? Dans le cadre de l'Olympiade culturelle Paris. Ce sera à la Villette. Oui, et Fix ? Ah bah moi je vais pas à Paris, ou peut-être que si, mais malgré moi, en fait, le sujet du jour, eh bien on va revenir sur les syndromes de stress post-traumatique liés au séisme, donc les syndromes post-sismiques, puisque à Taïwan, il y en a qui sont suivis aujourd'hui. Il y a eu des cellules de crise psychologique auprès de la population la plus touchée par le séisme du 3 avril, sachant que ça continue toujours, les répliques, et que ces syndromes peuvent être accentués. Et pour cela, on parlera aussi d'une étude de scientifiques japonais en vis-à-vis en fait de ce sujet. D'accord, je pense que j'en suis une victime aussi, sans devoir me soigner en fait. Enfin, je juge que je suis. On l'est presque tous, c'est ce qu'on verra. Oui, et moi je vous emmènerai à Boston pour vous parler d'une étudiante taïwanaise américaine à la fois et qui a protesté contre un discours prononcé par l'ambassadeur chinois aux États-Unis. Voilà. Alors, par qui on peut commencer ? On peut commencer par Drag Queen. Allez, c'est parti. On peut commencer. Donc, elle s'appelle Nymphia Wind. Nymphia Wind. C'est son nom de scène, on pourrait dire. C'est son nom de scène, bien sûr. Donc, Nymphia en chinois, pardon. Son nom original, c'est Liu Cao en anglais ou bien Tsai Mier en chinois. Tao Mier. Mais donc, c'est un taïwano-américain qui fait du drag, donc qui est beaucoup plus connu sous son nom de scène de drag queen. Et donc, c'est la première drag queen taïwanaise à participer à l'émission RuPaul's Drag Race et une des rares asiatiques aussi à y participer parce qu'en fait... Oui. En plus, elle a remporté elle est championne finale en fait. Oui, c'est ça. Elle a remporté la compétition cette année. Donc, juste pour vous remettre un petit peu en contexte, cette RuPaul's Drag Race, c'est une émission de télé-réalité américaine qui est diffusée depuis 2009. Et donc, c'est un concours de drag queen au cours duquel RuPaul, qui est à la fois la présentatrice et mentor des candidates, sélectionne la prochaine superstar américaine du drag. Donc chaque semaine, les candidates sont soumises à différents défis et sont évaluées par un groupe de juges dont RuPaul fait aussi partie. D'accord. C'est déjà la 16e saison qui est diffusée. Et puis il y a des très nombreuses variantes internationales d'émissions de télévision de drag queen, que ce soit en France ou dans d'autres pays. À Taïwan aussi, il y a des concours de drag queen. Mais donc cette émission-là, c'est vraiment la plus représentatrice, la plus célèbre et la plus suivie aussi de l'univers du drag. D'accord. Et une saison dure à peu près combien de semaines en termes de diffusion ? Je pense que c'est 15 semaines. D'accord. 15 ou 16 c'est quand même épisodes. très long en fait. C'est très long, il y a beaucoup de préparation à faire, beaucoup de représentation et donc les personnes sont éliminées au fur et à mesure en fait pour n'en garder que 3 pour la finale. D'accord. Alors, on parle de mouvement drag, de drag queen. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est ? J'allais demander, moi, justement. Pas vraiment, en fait. Ouais. Donc, c'est pas un concours de séduction. C'est pas de la drague.
Non, alors ça s'écrit voilà, sans fixé en forme. UE. C'est drag, D-R-A-G, tout court. Hmm. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on se demande un petit peu d'où vient le mot drag. Donc ça vient de l'anglais, mais ce serait peut-être une modification de drape, de se draper en fait, D'accord. Mhm. de se vêtir d'une certaine manière, donc avec des grands tissus, puisque c'est un phénomène artistique et culturel et qui reprend à la fois des éléments de théâtre, de chant, où ce sont généralement des hommes qui se maquillent et s'habillent en femmes exubérantes et flamboyantes, en fait, Mhm. pour une représentation scénique. D'accord. Donc le contraire existe aussi. Il y a parfois des femmes ou d'autres personnes qui se créent un personnage artistique masculin, flamboyant, et donc on appelle des drag kings. Ah. D'accord. Donc ça existe aussi. Ça existe aussi, c'est moins développé, mais ça existe. En tout cas, pour les spectacles de drag queen, ça existe depuis les années 20 aux États-Unis, dans des cabarets underground d'abord. Mhm. Et puis c'est progressivement entré dans la culture populaire à travers aussi le mouvement LGBT, puisqu'il y a donc ce changement de représentation de genre, et puis il y a parfois des personnes trans qui font du drag aussi. Alors c'est pas la même chose, et c'est pas non plus le fait de se travestir. Hmm. Se travestir, c'est quand une personne adopte occasionnellement des vêtements ou une apparence physique de l'autre genre. C'est souvent des fins humoristiques ou de divertissement, mais c'est pas forcément une représentation scénique, tandis que le drag, il y a vraiment un maquillage et des vêtements très extravagants. C'est travailler pour la scène. quoi. C'est vraiment travailler pour la scène, et puis il y a un spectacle de danse ou de chant ou un numéro de scène aussi qui est très travaillé, qui va avec. Et c'est pas non plus le fait d'être transgenre, ou parfois on dit que trans, puisque ça c'est une identité qui ne se limite pas à la durée de l'émission, de la soirée ou du spectacle. Ouais. C'est vraiment quelque chose de permanent. Donc voilà. Quand on parle de drag ou de spectacle de drag queen, il y a vraiment beaucoup d'éléments de maquillage, de mode, de représentation artistique qui entrent en compte. Et ça a été influencé aussi par les mouvements des droits pour les personnes LGBT. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que juste une petite représentation en fait. Mhm. Donc je voulais vous parler un petit peu plus en détail de Nymphia Wind, donc la gagnante de cette année. Elle est née le 23 juillet 1995 à Los Angeles en Californie. Et puis elle a grandi un peu à Hong Kong et puis à Taïwan à partir de ses 6 ans, où il a été élevé par sa mère. Ensuite, il est allé en Angleterre pour des études, où il a été inspiré par des groupes de K-pop et s'est passionné pour la mode et pour le drag. Et donc, il a obtenu un Bachelor of Arts de l'Université des Arts Créatifs de Rochester, là-bas, et commencé à travailler en tant que costumier. Donc, il était déjà dans le monde des vêtements, des costumes. Oui. Et puis, il a commencé à faire des représentations en tant que drag queen en 2018 à Taipei et à emménager à New York, dans le quartier de Brooklyn, en 2022. D'accord. Donc, voilà pour un petit peu son parcours. Mais en fait, en tant que personne célèbre dans le monde du drag, Nymphia est devenue célèbre aux États-Unis, mais elle a commencé vraiment au Café Dalida, qui est un bar situé à Ximending, près du Ronglao, la Maison Rouge. D'accord, en fait. à Donc c'est Taipei. vraiment à Taipei, le quartier LGBT. Voilà. Donc elle considère ça quand même que c'est son début. Son début de personnalité drag, en tout cas. Où il y a beaucoup de drag queens taïwanaises qui ont commencé là aussi, en fait. Elle a participé à plusieurs concours, pas seulement avant RuPaul Drag Race, mais aussi à Taïwan. Elle a gagné en 2021 le concours taïwanais Make a Diva. Et puis elle a aussi remporté en 2023 le concours de drag queen Mothers saison 2 à New York. Elle est revenue ensuite à Taïwan pour participer à d'autres représentations. Et puis elle a sorti le documentaire Léo et Nymphia
en 2021. Léo étant donc son nom original de Son nom de naissance. quoi. masculin et Nymphia Nymphia. son nom de scène féminin. Et donc dans ce documentaire, elle explore les différents aspects de sa personnalité, à la fois la vie quotidienne et le personnage scénique, et comment les deux, D'accord. les relations entre les deux. Ah, c'est rigolo comme concept de, Oui. de présentation. Voilà, son Sans Son tomber dans la alter ego. schizophrénie. Voilà, c'est ça. Donc c'est pendant l'émission RuPaul Drag Race cette année, Nymphia a vraiment présenté un style unique et mis en avant ses origines asiatiques. Elle a utilisé le thème de la banane, qui est à la fois un élément à connotation sexuelle et important de Taïwan, puisqu'il y a une grande production de bananes à Taïwan. Mm. Et donc, ça fait beaucoup de costumes d'un jaune éclatant, très... D'accord. Voilà. D'accord. Euh, Au niveau, il était costumier, tu dis, de formation. ouais. Et sur scène, pour ses représentations, il est accompagné d'un autre costumier ou c'est lui-même qui fait tout? Enfin, lui ou elle, je sais pas les ce qu'on doit dire, mais- personnages font leur costume eux-mêmes d'habitude. D'accord. Ouais. D'accord. Elle a aussi utilisé le bubble tea, c'est ça pour, Elle a aussi utilisé le bubble tea, une robe bubble tea. Ouais. Du bubble tea à la banane, c'est... Non, c'est différent. On t'a déjà expliqué, c'est 15 Différentes semaines. représentations. Voilà. C'est ça, donc il y a Mais plein c'est de intéressant défis de avec des penser à tout items. ça. Il y a aussi d'autres éléments très taïwanais qui ont été utilisés, comme par exemple le Gozaishi, avec du maquillage d'opéra traditionnel. L'opéra taïwanais, oui. Ouais. Voilà. Mm. Il y a aussi le style buto japonais, le style rococo européen. C'est aussi déguisé en fleurs dans un pot. Pourquoi pas? À quand le style Taipei 101 bambou? Écoute, je l'ai pas vu, mais ça pourrait se faire aussi, Ah hein, oui, c'est j'imagine. ça. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme en fait pour représenter la culture taïwanaise, Oui. cette compétition pour elle. C'est Et beaucoup d'imagination et au niveau de conception de costumes aussi, en fait, de mettre en Ouais. valeur tous ces éléments qui font penser à la culture taïwanaise. ouais. Et Et- c'est réussi puisque terminer à la première place, c'est aussi un beau coup de pouce pour la promotion de la Oui. culture taïwanaise. Ouais. Ouais, donc il y a... Voilà, depuis 2019, il y a seulement 7 queens asiatiques qui ont atteint les 4 premières places depuis la création de D'accord. l'émission. Oui. Donc c'est vraiment un résultat honorable. Et puis après, Nymphia Wind a aussi déclaré sur les réseaux sociaux que le drag lui permet de se reconnecter à sa culture et lui apprend à être une asiatique fière de l'être. Hmm. Mhm. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez particulier. Et ça lui a aussi permis de présenter, dans le cadre d'une compétition, la danse traditionnelle chinoise des manches, avec des manches très Ah. très longues. Mhm. Et ça, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très traditionnel génial. et très culturel, qu'on s'attend pas forcément à voir sur une scène américaine, mais c'est... Mais ça doit être magnifique, par Ouais, contre. Oui. ouais, ouais. Mhm. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller regarder ou re-regarder ces émissions. Oui, et puis aller aussi directement à Paris si vous êtes dans le coin, Oui, bien sûr. lors des Olympiades culturelles. Oui, tout Exactement. à fait, parce que Taïwan aura un pavillon à part entière à Porte de la Villette dans le cadre de Olympiades culturelles. Donc il y a une dizaine de pays qui sont représentés sous forme de pavillon, dont Taïwan. Oui. Et Nymphia vient d'être invitée. Du coup, ce sera l'occasion pour la voir en personne. Et sinon, sur notre page Facebook, je crois que le jour où elle a remporté la finale, il y a eu un post avec plusieurs images, en fait, d'elles Oui. qui sont déjà représentées. La news est aussi traitée, en fait, dans l'actualité, lorsqu'on a su qu'elle ira à Paris pour représenter Taïwan. Alors, le deuxième sujet, peut-être le séisme qui concerne beaucoup de Taïwanais, en fait. Oui, et puis on continue d'en parler encore dans l'actualité taïwanaise, mais internationale cette semaine, avec les répliques qui n'en finissent plus. Oui. Et j'ai même vu plusieurs experts en sismologie ne pas être d'accord sur la manière de voir ces répliques. Certains Ouais. considèrent que ce sont vraiment des répliques du grand séisme du 3 avril. D'autres estiment qu'il faut les séparer et que ce ne sont plus vraiment des répliques, mais que ce sont plutôt d'autres séismes qui peuvent être liés les uns aux autres, mais sans que ce soit des répliques. Parce que cette semaine, on a
connu, enfin, notamment à Rouen, il y a de nouveau 2 séismes supérieurs à 6. Tout à fait. C'est C'était pour lundi ça- en tout début de Et il y semaine. avait aussi Et- normalement les séismes diminuent d'intensité et de Oui. fréquence, et là il y a eu de nouveau beaucoup de C'est pour séismes ça, dans oui. une manière Mm. dans un temps très condensé. Voilà, Beaucoup de donc répliques. quand on dit beaucoup, c'est depuis le 3 avril jusqu'à aujourd'hui, en 20 jours, en 3 semaines, Mm. il y a eu plus de 1000, 356 répliques de niveau supérieur à 5 sur l'échelle d'intensité pour plus de 1000 répliques au 1000 total. répliques, oui. Donc ce qui est énorme, et c'est quasiment du jamais vu, même si ça reste rare, c'est pas forcément impossible ou inquiétant d'après certains experts. Néanmoins, le stress est bien là pour la Oui. population qui le vit. Alors, à échelle très très diverse, bien sûr. Si vous êtes au cœur d'une catastrophe, généralement, vous n'en sortez pas indemne physiquement, mais psychologiquement non plus. C'est pour ça qu'il y a des cellules de crise, des psychologues qui viennent accompagner les gens. Notamment à Taïwan, pour le 3 avril, il y a une cellule de crise qui s'est ouverte très très rapidement dans la commune ou village, je ne sais pas comment dire, à Chongde, Oui, c'est où une... tous les habitants voyaient tout simplement la falaise leur tomber dessus, pour résumer la situation. Et jusqu'à aujourd'hui, le traumatisme est là, ils aimeraient pouvoir être plus sécurisés. Et le traumatisme, qu'est-ce que ça veut dire? En général, quand il y a une catastrophe, inondation, incendie, enfin tout, une catastrophe naturelle, y compris séisme, il y a entre 5 et 10% de la population qui est touchée qui va développer ce genre de stress qui est lié à l'après-catastrophe. Et c'est pas tout de suite au moment de la catastrophe qu'on est traumatisé, ça peut demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Et quand c'est un séisme, d'après les scientifiques, il y a beaucoup plus de personnes qui développent ce type de stress post-sismique parce que on est face à une catastrophe d'ampleur plus grande, c'est-à-dire que la perception de la personne elle se sent beaucoup plus proche de la mort, pour ainsi dire. Parce qu'on voit tout se détruire, on perd nos repères spatio-temporels, on perd notre équilibre, donc tout se dérobe à droite, à gauche. C'est vrai On qu'on se sent tellement petit très, que... très très vulnérable C'est face ça. à la planète, et on l'est en fait. C'est Oui, un rappel à tout la à fait. réalité de... Et du coup, en moyenne, il y a entre 10 et 20% des enfants qui ont vécu un séisme, et peu importe la force du tremblement de terre, qui vont développer un stress. Plus ou moins léger, des fois en quelques jours ça s'estompe, mais ça peut être sentir une toute petite secousse, genre celle du 3 avril, si vous étiez à Taipei, Kaohsiung, peut-être que vous avez développé ce stress, et peut-être même sans le savoir. Souvent, c'est ce que disent les experts japonais qui ont fait cette étude, on a tous un stress post-traumatique lié au séisme, mais généralement, on arrive à s'en sortir sans médicaments, sans suivi psychologique, parce que ça reste léger, surtout pour les adultes. Pour les enfants, ça peut être un peu plus compliqué, ça dépend du choc émotionnel qui est aussi derrière, en fait. On a vu des écoliers qui se sont mis à pleurer, en fait, Oui. le jour du 3 avril. Tout à fait. Tellement ils avaient peur, en fait. Voilà. Ils sont peur, ils sont perdus, ils sont peut-être pas non plus accompagnés, enfin juste à côté de leurs parents, et généralement ça peut beaucoup aider aussi pour des enfants. Et ce stress-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant 12 semaines après un séisme, il peut apparaître. Donc pour certains, c'est quelques heures après, pour d'autres, c'est quelques jours, quelques semaines, mais pendant 12 semaines, c'est la période la plus critique de ce stress post-sismique. Alors, ça peut être de la simple anxiété, troubles du sommeil, des nausées, des vertiges, des hallucinations intermittentes. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça bouge. Voilà. On s'arrête, ça, on dit, est-ce qu'il y a une réplique ou pas? Oui. C'est tellement possible qu'il y en ait aussi, parce C'est qu'on ça. se dit est-ce que c'est une hallucination ou pas. Mais c'est lié aussi à ce stress. S'il y a eu déjà 1000 répliques, c'est tout à fait possible qu'il y avait vraiment un tremblement de terre. Et après, si on à ce sent moment-là. une petite secousse, c'est lié aussi au fait que, enfin, je vais revenir après un peu plus en détail, mais parmi les autres troubles, l'augmentation de la température corporelle peut arriver chez certains, le rythme cardiaque, une transpiration extrême qui s'appelait jusqu'à des évanouissements, voire des paralysies partielles, instantanées, momentanées, voire même plus durables sur le temps, pour les cas les plus graves. Waouh. Et peut-être le fait d'être un peu comme tétanisé quand il y a une nouvelle réplique qui arrive. C'est ça, bloqué. Ouais. Et donc c'est psychosomatique, mais c'est réellement... ce sont de vrais syndromes et symptômes.
Et du coup, les conséquences physiques peuvent être énormes, psychologiques, elles sont tout aussi néfastes. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi médical qui est proposé et qui est très important, surtout si on n'arrive pas à se sortir des syndromes les plus aigus, en fait. Alors, je disais pourquoi on a tous ou presque touché par ces syndromes ou ces symptômes. L'hallucination intermittente, par exemple, ça vient en fait, le professeur Brown, qui est un spécialiste de géophysique et de sciences sismiques à l'université Cornell. Il a expliqué que c'est comme si on souffre d'un mal de transport, en fait. C'est-à-dire notre équilibre est momentanément perdu, on n'en a plus le contrôle dans le cerveau. Et quand il y a un séisme, la seule chose qui peut rééquilibrer une perte d'équilibre des transports, par exemple voir un point au loin, se récupérer, c'est l'oreille, l'ouïe. Mais dans le séisme, l'ouïe est perdue parce qu'il y a aussi du bruit qu'on n'entend peut-être pas comme un bruit très fort, mais il y a un genre de grondement, on est secoué soit de haut en bas, soit de droite à gauche. Et l'oreille interne, c'est tout le système vestibulaire qui est atteint avant même la secousse et qui fait que notre corps n'a plus les mêmes réflexes pour pallier un manque d'équilibre. Donc le corps est vraiment en déséquilibre au moment de la secousse, mais l'oreille, elle peut plus faire son travail de rééquilibrer. Même si on n'entend rien, en fait. Même si on n'entend rien. Parce que c'est souvent... Et si vous voyez des chiens à côté de vous lors d'un séisme, ils vont aboyer avant, parce qu'ils ont une ouïe beaucoup plus développée. Ils ont des ultrasons qu'ils entendent que... Nous, on les entend sans les entendre, en fait. Tout à fait. Mais voilà, eux, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Ouais. Eh bien, notre corps fait que il est totalement perdu sur ces deux plans. Donc, manque d'équilibre fait que les hallucinations, elles peuvent être... Alors, on appelle ça hallucination parce que c'est hors de notre contrôle, mais ça peut être aussi vrai. C'est-à-dire, notre corps perd son équilibre, même si le sol ne tremble pas. Mais on a l'impression que tout se dérobe à côté. Ouais. Voilà. Après, généralement, dans l'histoire de quelques jours, quand on est adulte, ça se remet en place tout seul. Il suffit, d'ailleurs, si on ne sait pas trop comment faire, regarder un point éloigné, chercher des repères comme on le fait le plus naturellement et même parfois de manière instinctive sans y réfléchir pour s'en sortir. C'est vrai que dans une des répliques, quelques jours après le gros tremblement de terre, j'étais dans mon lit et je sentais vraiment que ça bougeait pas mal et j'avais l'impression d'être comme sur un bateau perdu dans l'océan tout à fait. Et ça tangue et je dis bon ok et ça faisait pas tellement peur à ce moment-là parce que c'était pas aussi fort, mais je sentais bien qu'il y avait une perte de repère et c'était c'est ça, complètement de perte de contrôle aussi de ce qui se passe, parce que c'est un endroit où on est censé être en sécurité, qui est censé être stable, réconfortant. Et là, non, c'est comme sur un radeau perdu au milieu de l'océan. Et les psychologues expliquent que si les enfants sont plus vulnérables, c'est parce qu'il y a aussi le choc émotionnel qui est beaucoup plus fort chez eux. Oui. Certains adultes vont être beaucoup plus sensibles à cela et du coup vont développer les mêmes syndromes aigus aussi. Et pour s'en sortir, il y a une chose qu'il faut surtout ne pas faire et que la plupart des gens font, ce qu'on appelle la manie du doom scrolling. Il ne faut pas chercher sur son téléphone toutes les informations liées au séisme, voir les images, voir qui est atteint, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bon, travaillant dans les médias, on est obligé, nous, de se tenir informés et d'informer la population. Mais une personne qui est touchée par une catastrophe, que ce soit séisme ou autre, il faut qu'elle pense à autre chose, voire à partager son ressenti, sa peur, pour l'évacuer plutôt que de s'informer. Et ça fait l'effet inverse, c'est qu'on intériorise d'autant plus et puis ça va cogiter et on peine à évacuer ce stress et à sortir de cet aspect émotionnel qui est quand même la première étape vers la guérison. Mais c'est vrai que quand on est dans un séisme, enfin à Taipei, pour la plupart des gens, au bout de quelques minutes, c'était... Enfin, on a peut-être eu quelque chose qui sont tombés dans la maison, mais ça va, enfin, on s'en sort bien, il n'y a pas de grands blessés. Mais le fait de travailler... Et de voir... les catastrophes qu'il y a ailleurs, le métro qui bouge, les images des immeubles qui s'écroulent, d'immeubles qui s'écroulent, c'est sûr que ça entretient ce stress et ça l'alimente. C'est exactement cela. Ça c'est évident. Et le fait de travailler dans le média, je crois que ça m'a rendu absolument triste de devoir suivre toutes les étapes de recherche, de secours. Et je crois que pendant des jours, j'étais particulièrement, enfin on peut pas dire démoralisée, mais triste, une sorte d'impuissance en fait. Oui, le 3 avril, c'était mon jour de faire les news et c'est moi qui ai actualisé tout au long de la journée le site avec de l'aide aussi, mais le fait de devoir regarder tout ce qui se passe pour actualiser chaque heure, ça alimente aussi beaucoup cette inquiétude en fait. Alors que en fait, le matin même, si j'avais pas à faire les news,
J'aurais continué ma journée, quoi. Voilà, c'était donc par Voilà. rapport au post-sismique, Oui. post-séisme. Au stress Au stress, post-sismique. oui. Alors, quelques minutes nous restent pour parler de cette étudiante américano-taïwanaise Wu Tinghua qui étudie à l'université Harvard. Son rêve de l'enfance, c'était devenir médecin. Du coup, à l'université, elle a rejoint d'abord le département de biologie cellulaire et moléculaire. Mais par la suite, elle a décidé de changer de discipline par rapport à l'histoire douloureuse de son grand-père, de son arrière-grand-père, qui a été victime du 28 février 1947. Et D'accord. du coup, elle a changé de discipline. Elle fait de l'économie et la politique, des sciences politiques, maintenant, en fait, à l'université Harvard. Et en fait, l'année dernière, elle a constitué une coalition des étudiants qui résistent au Parti communiste chinois, c'est le nom officiel, Oui. avec des étudiants venant de Taïwan, du Tibet, de Ouïghours, des Ouïghours en fait, de Hong Kong Hong Kong aussi. et de la Chine. Voilà. Et donc, selon elle, cette coalition vise à mener des recherches, des échanges pour comprendre la vérité de la gouvernance du Parti communiste chinois et de mobiliser les étudiants pour résister au système autoritaire de la Chine. D'accord. Voilà. Et du coup, sa position, c'est que au lieu de subir, il faut agir. Et elle a dit, lorsqu'elle a décidé de changer de faculté, son père lui a dit que de toute façon, pendant les 50 prochaines années, cette période sera clé pour l'avenir de Taïwan. Autant d'agir, fait quelque chose pour Taïwan. C'est ainsi qu'elle a décidé d'organiser cette coalition. Et récemment, l'ambassadeur chinois aux États-Unis, Xie Feng, a été invité pour prononcer un discours à l'université Harvard. Du coup, elle ainsi que 3 autres étudiants de sa coalition ont décidé de rejoindre cette conférence pour écouter le discours et pour protester surtout. Donc Du pour coup, agir. Pour agir. Et du coup, elle était la première personne à parler et elle a été virée par un étudiant qui fait partie de l'association des étudiants chinois à Harvard. D'accord. Et par la suite, les autres personnes du Tibet qui se sont levées pour parler, ils étaient plutôt évacués Évacué oui, par de la salle. les gardes. Mhm. C'est plus logique. C'est pour ça, l'étudiante disait qu'elle était plutôt étonnée. Elle s'était préparée d'être sortie de salle par les gardes, mais pas par un Pas étudiant. par un étudiant, quoi. Voilà, et elle a dit que cet étudiant l'avait suivi en fait avec une autre tibétaine pendant plusieurs rues en fait pour suivre où est-ce qu'elle partait. Voilà. Et du coup, ça l'a pas découragée pour autant. Au contraire, ça montre qu'il y a vraiment du boulot à faire. Oui, ça montre tout de suite tout à fait cela en fait. Et du coup, elle se dit heureuse que sa voix a été entendue parce que la conférence de l'ambassadeur a été retardée de 42 minutes. Et du coup, ça veut dire que les quelques personnes qui se sont mobilisées avec le soutien d'une dizaine d'étudiants en dehors de la salle de conférence étaient tout de même actifs en fait. C'était une réussite. Ils ont des banderoles, l'achinement. Voilà. Des banderoles pour la liberté d'expression aussi. Oui, en plus de cela, elle a vraiment agi parce qu'elle a publié un naufrage en chinois, en anglais. Ça s'appelle The Story of Shi Jiangnan, qui est le nom de son arrière-grand-père, victime de la terreur blanche. Et en fait, c'était l'un des premiers médecins à être diplômé au Japon de Taïwan, mais qui est revenu à Taïwan, qui a créé un hôpital, mais il a été malheureusement victime de la terreur blanche et plus revenu à la maison. Du coup, ça reste quelque chose de très important pour sa famille de s'identifier à Taïwan et de faire quelque chose pour le pays. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan, présenté cette semaine par Meg Wang, Florian Dae et François-Xavier Boulet. Bye bye.